Bonjour et bienvenue à un autre épisode des Disciples d'Hippocrate. Aujourd'hui, on est très chanceux. On a Salim avec nous, un collègue que j'ai rencontré durant mes stages de musculo. Je vais te laisser te présenter, puis après ça, on va regarder. Ça risque d'être un épisode fort intéressant, surtout pour nos collègues de l'extérieur, que vous soyez en dehors du Québec, en France, Belgique, mais aussi peut-être pour les gens qui préparent pour aller en fellow. Donc, qui es-tu, Salim? Qu'est-ce que tu fais? Alors déjà, merci pour l'introduction et puis pour l'invitation. Donc, je suis Salim Zenkri, je suis médecin radiologiste, on dit radiologue chez nous. Je viens de Suisse. J'ai grandi à Lausanne, en Suisse, dans la partie suisse romande de la Suisse. J'ai fait mes études de médecine là-bas. Et puis, après les études de médecine, j'ai fait une année de chirurgie générale, viscérale et orthopédique. J'ai fait ma résidence de radiologiste et j'ai décidé de faire une sous-spécialité en imagerie musculo-squelettique où j'ai commencé déjà à Lausanne et je suis venu finir ma formation ici à Montréal, au CHUM. Et d'où nos pattes qui se sont croisées. Exactement. Fait que dans le fond, tu as tout fait en Suisse, toute ta formation médicale, mais tu as grandi aussi à Lausanne, c'est ça? C'est ça, ouais. Il y avait juste, pendant la résidence, on doit faire une année dans un hôpital périphérique. OK. Donc, c'est pas que le centre universitaire, tu fais une année dans un hôpital périphérique, mais c'est en Suisse. Mais tu n'es jamais sorti de la Suisse en tant que tel, comme Non. au niveau médical, tu n'es pas allé faire des stages ailleurs ou... Alors, j'ai été pendant la fin de mes études de médecine, j'ai fait un mois à Paris, dans un stage à l'urgence, mais c'était des urgences générales pour la fin de tes études. Très cool, très cool. Donc là, ce que je veux savoir, c'est, tu sais, partir jusqu'au Canada, de l'autre côté de l'Atlantique, où est-ce que c'est venu cette idée-là pour faire justement ta surspécialisation? Nous, on va souvent en France, on va en Europe pour faire nos spécialisations. Est-ce que c'était une option que tu avais envisagée? Comment tu as eu cette idée-là de venir au Canada? Alors, il y a eu plein de choses qui se sont entrechoquées. Déjà, il y a eu une petite frustration, parce que je ne sais pas si vous avez ça aussi ici au Canada, mais pendant nos études de médecine, on a la possibilité d'aller faire ce qu'on appelle un Erasmus. C'est-à-dire, pendant une année, tu peux partir dans une autre faculté. La plupart du temps, c'est dans un autre pays en Europe, que ce soit à Paris, Madrid, ça peut être en Angleterre. Même en Pologne, comme ça. Pendant mes études, j'avais envie d'y aller, mais j'ai pas eu c'était un petit peu difficile d'un point de vue financier. J'avais des boulots ici, donc j'ai pas pu y aller. J'ai eu une petite frustration de ne pas pouvoir voyager pendant mes études de médecine. Une fois que j'ai terminé mes études de médecine, j'ai pris 6 mois pour voyager pour moi-même. OK. Et durant ce voyage, j'ai été à Vancouver, au Canada, où j'ai fait des cours de langue pour juste perfectionner mon anglais. Parfait. Et j'ai adoré Vancouver, j'ai adoré la vibe là-bas. C'est tellement une belle ville. Ouais. Jamais allé. C'était ça. Ah, jamais. Je reviens d'une semaine de congrès à Vancouver, puis j'étais jamais allé avant, mais c'est magnifique. Pour vrai, Sur la faut que je la mer. rajoute sur la liste, man. Non, Absolument. Là, c'était un peu côté nature, la ville au milieu de la nature, les parcs, les montagnes, puis l'accès aux Rockies qui est pas loin. Franchement, c'est vraiment chouette. Et je suis resté 5 semaines de cours, puis après j'ai pris 3 semaines avec des gens que j'ai rencontrés là-bas, où on s'est baladé. Et j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, j'aimerais bien revenir quand même au Canada. Fait que ça, c'était ton premier contact, vraiment comme... C'est ça. OK, parfait. Et- Mais c'était rien de médical. Non, là, c'était rien de comme... médical. C'est juste, j'avais l'attrait pour le pays déjà. Parfait. Et ensuite, à la fin de notre résidence, je savais qu'il y avait cette possibilité de faire ce programme de fellowship. Donc, pour se sous-spécialiser. Et puis, j'avais envie de partir et faire un fellowship parce que j'aime bien voyager. J'avais envie de m'installer à quelque part d'autre, apprendre un petit peu la radiologie dans un autre environnement que celui de la Suisse, en sachant, comme tu l'as dit, que je n'étais pas sorti de la Suisse finalement pendant toutes mes études, pendant toute ma résidence. Et je sentais que c'était une chose quand même qui était importante. Et puis, ma copine, ma conjointe, qui a fait de la pédiatrie, elle partageait aussi cette envie. Et rapidement, en se renseignant, elle connaissait des gens qui étaient venus à Montréal, notamment à Sainte-Justine, à l'hôpital Sainte-Justine, qui est relativement connu en Europe pour être un hôpital pédiatrique où il y a beaucoup de gens qui vont faire des fellowships pour se sous-spécialiser. Donc, il y avait le Canada. Ma copine, elle voulais venir à Montréal. Moi, je dis Montréal, c'est une bonne idée. Et puis, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Mais vous étiez jamais venu ni l'un ni l'autre à Montréal? À Montréal, jamais. Non. C'était vraiment, c'était le jour avec les valises, on est arrivé, c'était notre poche. Le monde médical demande toute votre énergie. Et pour vrai, vos finances, ça devrait pas être un stress de plus. Étant nous-mêmes résidents en médecine, on sait c'est quoi avoir des questions qui arrivent dès le début de votre parcours, tant sur la marge de crédit, le bon moment pour investir et même plus tard pour l'incorporation.
Et c'est pourquoi on est heureux de vous présenter le sponsor de notre podcast, Drouin Gestion Financière. Reconnu dans le monde médical depuis plus de 15 ans, Drouin est une firme de gestion financière qui se consacre exclusivement aux étudiants, résidents en médecine ainsi qu'aux médecins pratiquants. Avec déjà plus de 3000 clients en médecine, leur atout majeur, leur expérience, leur connaissance du domaine médical ainsi que leur indépendance face aux institutions financières. C'est une équipe expert en finance, comptabilité, fiscalité et hypothèque, tous sur le même toit. Ils sont là pour couvrir l'ensemble de votre vie financière, la simplifier, l'optimiser et vous donner la tranquillité d'esprit que vous cherchez. Nous les remercions d'encourager ce podcast et vous encourageons à planifier une rencontre d'introduction gratuite et sans engagement en utilisant le lien sous la description. Puis juste que ça comme ça, juste pour tout ce qui est fellowship, est-ce que c'est obligatoire en Suisse d'aller ailleurs qu'en Suisse pour ramener de l'expertise ou on peut faire quand même sa surspécialisation en restant dans le pays? Alors, ça dépend de quelle carrière tu veux faire. Mais normalement, les gens qui veulent faire une carrière académique, donc rester dans un hôpital universitaire, c'est fortement conseillé d'aller faire un fellowship à l'étranger Okay. dans le but de se perfectionner. Ça peut être un fellowship clinique ou recherche, mais le but, c'est quand même de voyager un petit peu, d'aller chercher des compétences que peut-être on n'a pas en Suisse, ou une expertise, ou une ouverture d'esprit, et de l'amener un petit peu en Suisse pour pouvoir un petit peu rendre le service un peu meilleur. Oui, aller chercher des connaissances d'ailleurs. Exact. Ouais. Exactement. Parce que nous, c'est pas rare des fois qu'on voit certains de nos patrons qui font, par exemple, leur fellowship, ou dans le même pays, mais nous, ça peut être quand même loin, par exemple à Vancouver ou à Toronto. Il y en a même que j'ai entendu qui ont fait leur fellowship juste de l'autre côté de la ville, dans l'anglophone à McGill. Ouais. Donc, c'est une super bonne question de voir un peu comment cette culture-là change d'un pays à l'autre. C'est ça. Et Puis c'est aussi parce que tu visais une carrière plus académique dans ce temps-là. c'est ça. Plus dans un hôpital universitaire pour faire de l'enseignement, de la recherche, tout ça. C'est ça. Souvent, c'est ça. Après, les gens qui ne veulent pas faire de l'universitaire, tu peux te former uniquement dans un hôpital régional, puis aller partir dans une clinique plutôt privée, dans une pratique plutôt privée ou dans un hôpital périphérique, où là, c'est moins nécessaire. Mais même, je connais des gens qui font quand même une expérience à l'étranger. On avait Karel, qui était mon co-fellow, qui venait aussi de Suisse et de Genève, et qui lui, allait plutôt dans une pratique privée, dans un hôpital privé, mais il avait quand même l'envie de faire ce fellowship. Oui, non universitaire, mais C'est c'est quand même... il était toute l'année avec toi, dans le fond, c'était C'est ton co-fellow. Absolument. Fait que là, on a l'envie de venir au Canada, puis bon, notre copine accepte aussi de faire le vélo, ce qui est déjà pas rien. Comment est-ce que tu as trouvé l'Université de Montréal? Comment est-ce que tu as trouvé? Est-ce que tu avais déjà des contacts? Est-ce qu'il y avait des gens autour de toi qui avaient des contacts pour venir? Parce que ça doit être difficile quand même d'arriver dans un hôpital qu'on ne connaît pas. Comment ça s'est fait tout ça? Alors, il y a eu plusieurs choses. Donc, je connaissais déjà un radiologiste qui avait fait un fellowship, mais à McGill, en musculo-squelettique. Donc, qui connaissait déjà la ville, qui avait déjà postulé pour McGill et qui avait déjà fini son fellowship et qui était revenu. Donc, lui, il m'a déjà donné pas mal de tips et puis pas mal de renseignements, et puis il m'a déjà donné un petit peu envie. Ensuite, j'en ai parlé à mon patron de l'hôpital universitaire où je suis. Et lui, naturellement, avec les congrès, il connaissait les patrons du CHUM. Donc, il a écrit un petit mail en disant que j'étais intéressé. Ils nous ont mis en contact. Et après, par la suite, classique, CV, lettre de motivation, entretien par Zoom avec les patrons du CHUM. Et puis ça s'est goupillé. Puis est-ce que tu es venu à Montréal rencontrer un peu l'équipe, ou tu les as rencontrés dans des congrès, ou tu les as rencontrés ici? Je les ai rencontrés ici, ouais. Pour la première fois, on avait fait un Zoom. Pour l'entrevue. Exact, pour l'entrevue, qui avait quand même duré bien 45 minutes, 50 minutes, où on avait bien discuté. Donc, le feeling est quand même bien passé. Mais c'est vrai que je ne suis pas venu physiquement à Montréal. Mais c'est vrai que la plupart des gens, j'ai discuté avec d'autres gens qui disaient qu'ils avaient, la plupart du temps, ils étaient venus, quoi. Et est-ce qu'ils étaient venus plus pour confirmer pour eux-mêmes que, OK, je me sens bien dans cet environnement-là, je confirme que la ville ressemble à ce que moi, je serais à l'aise de passer l'année là-dedans, ou pour potentiellement même renforcer leur candidature pour le fellow? Tu vois, on a souvent l'impression que c'est peut-être mieux de voir les gens avec qui on voudrait potentiellement interagir, serrer des mains en vrai.
Est-ce que c'est plus pour cette perspective-là? Alors, je suis pas, moi, c'était pas vraiment mon cas, donc je sais pas exactement, mais c'est vrai que la plupart des gens, ils veulent quand même rencontrer les gens. C'est vrai que quand le feeling que tu as quand tu rencontres les gens qui te présentent le service, moi, c'était le cas quand j'avais fait mon année dans un hôpital périphérique en Suisse. J'étais allé avant dans l'hôpital, j'étais me présenter, j'étais regarder. Donc, du coup, ça change un petit peu la perspective. Tu arrives à projeter plus facilement. Je t'avoue, là, c'était loin et puis je me voyais pas faire un aller-retour juste pour 3 jours. Vendredi, revenir lundi en Suisse. C'est ça. Mais globalement, voilà, j'ai fait confiance aux gens que je connaissais qui étaient déjà venus. J'ai fait confiance à mon patron qui m'a dit que c'était une bonne idée. Et puis après, l'entrevue que j'ai eue avec la patronne d'ici, moi, j'ai eu un bon feeling aussi. Je me suis dit, c'est suffisant pour moi pour que je vienne. On sente l'aventure. Super. Puis, comment est-ce que ta copine a eu une expérience différente par rapport à ça? Est-ce que ça a été... tu sais, là, on parle de la radiologie, mais tu sais, en pédiatrie, est-ce qu'elle avait eu des difficultés ou c'était pas mal comme un peu le même parcours que toi? J'ai envie de dire un peu pas mal la même chose. Aussi, les planètes, elles se sont un petit peu alignées parce qu'au départ, c'est moi qui a activé le truc en disant j'aimerais bien qu'on parte. Et finalement, elle en a parlé et ça s'est accéléré plus rapidement de son côté que du mien. Tu vois? Et on était toujours, ah ouais, c'est bon, moi j'ai eu mon truc. Après, ah ouais, là c'est bon, là je peux aller. Et puis on s'est un petit peu tiré comme ça, l'un après l'autre. Mais globalement, c'était à peu près la même dynamique où elle en a parlé avec ses patronnes. Elle a eu un entretien aussi par Zoom et puis les choses, elles se sont alignées comme ça. Puis pour les gens de l'international qui viennent de Suisse, Belgique, France, qui viennent justement faire un fellow, qu'est-ce qu'il faut pour venir? Comme nous, on est plus habitués, quand nous, on est du Canada, d'aller aux États-Unis parce qu'on est habitué avec les visas, c'est quoi les applications, puis tout le monde est déjà allé. Mais pour toi, est-ce qu'il fallait que tu fasses des applications très longtemps d'avance, 1 ou 2 ans d'avance? Est-ce qu'il fallait que tu fasses ça très en fait, peu de temps avant de venir? Comment ça fonctionne, tout ça? Alors, le processus, il a quand même duré, je dirais, un tout petit peu moins d'1 année et demie. 1 année et 4 mois environ. Entre le moment où j'ai dit que, allez, on se lance, quelques semaines après, j'ai eu l'entretien. Puis après, il y a toute la phase administrative pour postuler. Mais globalement, je voulais juste expliquer un petit peu les étapes, si jamais tu me coupes. Globalement, initialement, tu dois avoir déjà... Ce qui était facile, c'est qu'on avait déjà fini notre radiologie, moi, ma spécialité en Suisse. Ma copine ici, elle avait son titre de pédiatre, moi j'avais mon titre de radiologiste. Donc on n'avait pas besoin de refaire d'examen ou d'équivalence. Ok, cool. Parfait. Pour venir. Dans un premier temps, tu dois montrer tous tes papiers officiels, montrer tous tes diplômes et tu dois les faire certifier par un notaire ou un avocat. Et il y a une plateforme qui s'appelait Inscription Med. Oui, on avait exactement la même, ouais. Ah, fait que c'est par la même plateforme que nous, on certifie. Et on envoie tous les documents qui sont certifiés, puis eux, ils attestent que c'est des vrais documents. Ensuite, il y avait... ça doit passer par la CMQ aussi, qui valide la chose. L'université, naturellement, après l'entretien. Et puis après, il y a la demande de visa pour... travailleurs temporaires. Plus au niveau canadien. C'est ça, plus au niveau canadien. Mais globalement, c'est assez bien parce qu'il y a l'Université de Montréal qui édite vraiment un guide du moniteur clinique avec toutes les étapes et les dates qui sont importantes. Et tu suis des étapes. Et tu dois donner les documents. Donc, c'est relativement bien fait. Après, des fois, ils te demandent des documents qui n'existent pas chez nous. Donc, c'est un petit peu challenging. Mais ce qui est bien, on était à 2. Donc, dès qu'il y en avait un qui en avait marre, il y a l'autre qui reprenait le flambeau. Et puis, on arrivait à se pousser un petit peu et faire les choses. Mais globalement, ça met quand même quasiment plus d'1 année d'administratif pour pouvoir avoir final. Puis jusqu'au dernier moment, tu n'as pas ton visa. C'est quand tu arrives à l'aéroport de Montréal, que tu arrives, que le douanier il valide que c'est tout bon et il te donne ton visa. Avant d'arriver, potentiellement, tu peux ne pas... Ah, wow, OK. Parfait. Ça. Ah, mais c'est intéressant. Je ne savais pas que ça existait pour les moniteurs cliniques qui sont comme ce qu'on appelle les fellows ici. Je ne sais pas que ça existait un document qui leur listait un petit peu les étapes. Oui, ça c'est comme un document référence, si on veut. Absolument. Je crois qu'il est assez à jour. Et puis, il y avait 1 ou 2 petites choses qui étaient un peu différentes. Puis après, il y a toujours des petites... Moi, par exemple, entre le CHUM et Sainte-Justine, des fois, il y a des différences. Ils ne demandaient pas les mêmes documents. Donc, il y a des petites subtilités des fois, mais globalement, c'est bien fait. Est-ce que c'est très dispendieux d'appliquer? Est-ce que tout ça prend beaucoup de moyens? Moi, je pense, par exemple, quand nous, on s'inscrit au collège, puis tous les trucs administratifs canadiens, médicaux, ça va nous coûter des milliers et des milliers de $. Est-ce que c'est aussi cher que ça ou...
Je t'avoue, j'ai pas le chiffre exact, mais oui, ça nous chaque petite étape, tu dois payer un petit peu. Chaque document que tu certifies, tu dois payer. Je dirais que ça serait aux alentours pareil. Je pense 5 000, peut-être 6 000 $ canadiens, ça nous a coûté par personne pour juste faire tout l'administratif pour pouvoir venir. Ouais. OK, parfait. Donc, non, je demande parce que c'est comme des choses qu'il faut savoir aussi quand on a... Quand tu rentres dans le processus. Puis, c'est pas non plus publicisé comme ça. Mais nous, on s'est fait la remarque aussi. À la fin, on s'est dit, c'est quand même... un petit budget quand même. Budget. Ouais, exact. Et quand tu te dis le nombre de temps que tu vas rester, tu vois, moi, je suis venu pour 1 année et tu dis tout cet administratif, finalement, c'est peut-être mieux de rester 2 ans. Tu vois, par exemple, ma copine qui avait son fellow en 2 ans et moi, a posteriori, je me suis dit, t'as fait tellement d'administratif, ça a demandé quand même du temps, de l'énergie et... C'est presque mieux de rester 2 ans. 1 année, ça passe tellement vite pour toutes ces choses à faire. Quoi. Et est-ce qu'il y a une préparation préalable? Parce que là, on touche l'aspect financier, mais je sais que des fois, ça peut être tellement variable quand tu arrives dans ton fellow. Comment tu négocies potentiellement ta paye? Est-ce que tu es payé par une bourse? Est-ce que tu es payé par l'université? Comment ça marche ici, par exemple, à l'Université de Montréal? Et en amont de ça, quel genre de préparation financière que tu peux faire pour au moins dire que je vais survivre durant mon fellow? Une question. Alors là, entre ma conjointe et moi, c'était un petit peu différent. Je vais un petit peu parler des deux. Pour moi, donc, quand j'ai appliqué, j'ai appliqué pour un fellowship clinique et de recherche. Donc, j'avais un peu de salaire du CHUM et puis un petit peu d'une bourse de recherche de la patronne qui m'a engagé. Donc, elle assurait un salaire qui était fixe, qui n'était pas énorme et qui était correct. Je ne sais pas si vous voulez que je vous dise le montant. Mais je ne sais pas si ça ressemble un peu à ce que les résidents gagnent, quelque chose comme ça. Ou... 70 000 $ canadiens. Parfait, ce qui fait voilà, c'est pas... Mais ça, c'est largement suffisant pour vivre 1 année. Puis après, le fait d'être 2, c'est quand même bien parce que tu réduis quand même les coûts. Absolument. Ouais. C'est vrai que ça optimise un petit peu parce que quand le monde part en fellow tout seul, quand même, un loyer, 1 année tout seul dans des... Moi, je ne vais pas nécessairement citer dans quel hôpital il travaillait ni dans quelle spécialité, mais c'était clairement un facteur de stress pour ce fellow-là qui venait lui aussi de Suisse ou de Belgique, je ne me souviens pas, mais qui réussissait seulement à recevoir peut-être un 30 000 durant son année. Donc à ce moment-là, c'est comme vraiment difficile. Il devait s'organiser pour être un genre de sous-locataire dans son domicile, dans une maison. Il y avait comme une maman monoparentale et son fils qui criait à des heures du matin pendant que toi, tu reviens de ta garde. Donc, ça a comme été un facteur de stress. Fait que je suis content au moins de savoir que dans ton cas, au moins, il y a une somme qui est conséquente qui te permet de vivre de manière confortable puis te concentrer au moins à faire ce que tu es venu faire, en fait. Absolument. Mais ça doit être variable, non? J'imagine. Justement, ma conjointe, elle était dans ce cas-là. L'hôpital lui donnait l'équivalent environ de 30 000 $, qui n'est pas suffisant, enfin, qui est vraiment... En 2025... C'est ça, c'est difficile, mais elle a bénéficié d'une bourse aussi du CHUV, donc de l'hôpital universitaire de Lausanne. Cool. Donc, tu peux appliquer pour avoir une bourse. Donc, tu dois faire un dossier, demander un peu élaborer ton projet. Et puis après, ils te donnent la bourse, mais naturellement, c'est un peu un contrat implicite. Donc, tu dois revenir dans l'hôpital universitaire et tu leur dois un certain nombre d'années. Sinon, tu dois rembourser la bourse qu'ils t'ont donnée. Mais c'est quand même chouette de te dire que tu as une possibilité, tu veux partir à l'étranger, même si tu n'as pas les moyens, tu peux demander une bourse et puis quand même le faire. C'est très intéressant parce que l'Université de Montréal, des fois, ils offrent à travers le CHUM ou leurs hôpitaux aussi des bourses comme ça de fellowship. Exact. Mais ça vaut la peine parce que comme ça, le montage financier se fait un petit peu mieux puis on est capable de quand même de se dire que ça vaut la peine puis ça ne va pas trop nous impacter personnellement. Là. C'est ça. Mais après, tu gardes toujours... nous, on avait quand même des petites économies en se disant... Parce que aussi, tu viens, tu te dis, tu veux quand même profiter, quoi. Tu veux quand même profiter de la ville, tu veux quand même profiter de faire des choses autour. On avait plein de choses qu'on voulait voir. Donc, il y a aussi une préparation parce que tu ne veux pas passer toute l'année à te dire il faut que je fasse attention, je ne peux pas aller dans tel restaurant-là, je ne peux pas faire ça. Donc, admettons, en amont d'aller en fellow, surtout, je veux dire, c'est pas... c'est quand même dispendieux, là, vivre au Canada, puis ce l'est aussi de ce que j'ai compris en Suisse. Quel genre de budget que tu te mets un peu comme une genre de marge de sécurité, admettons, en amont? Je sais pas, est-ce que tu te mets, par exemple, un 10 000, 20 000 $ de côté pour te dire, OK, au moins, s'il y a quoi que ce soit qui se passe? Ouais, c'était à peu près ça. Okay. On avait chacun environ, je pense, l'équivalent de 20 000 $ où on s'est dit, c'est notre budget pour aller se balader, pour manger, pour profiter un petit peu de toutes les activités culturelles de la ville, pour que quand tu rentres, tu n'aies pas de regret, de dire j'étais 1 année et demie à Montréal et j'ai pas fait ça,
juste te dire que tu as pu profiter à fond, quoi. Ça fait partie, je pense, de l'expérience aussi du fellowship. Absolument. Moi, si j'allais en Suisse, je vais aller dans les Alpes, je vais aller skier, je vais en profiter. T'es là pour T'entends ça. parler d'une chute à un endroit, c'est normal. Je vais aller te visiter. Je me rappelle. Bon, écoute, on a parlé, je pense qu'il y a un aspect super important, tout ce qui est la préparation, après ça, tout le contexte budgétaire. Mais bon, là, à un moment donné, tout est fait. On sait c'est quoi notre montage, on sait c'est quoi l'endroit où on tombe. Raconte-nous un peu tes premières journées ici, ton adaptation. Qu'est-ce qui t'a étonné ou que tu as trouvé que c'était différent par rapport à la Suisse? Bon, c'est une grosse question. T'as le petite chose, mais après ça dépend un petit peu dans quel mindset tu arrives dans la ville. Nous, on n'avait pas, j'ai envie de dire, on n'avait pas des attentes non plus de fou, tu vois. On s'est dit, c'est l'aventure, on va arriver. On avait déjà l'appartement. On a trouvé un appartement finalement un peu au dernier moment, mais qui était parfait. Un endroit où on était content. Les premiers jours, c'est pas mal d'administratif. Parce que dès que tu arrives au Canada, il faut que tu fasses un compte bancaire. Il faut aller chercher ton numéro NAS. Il faut faire... qu'est-ce qu'on a dû... On a dû aller faire 2-3 trucs administratifs, avoir un numéro de téléphone, une carte et tout ça. C'est pas non plus big deal, mais ça te prend quand même quelques jours à tout avoir en place. C'était prévu une semaine. T'es arrivé une semaine d'avant pour faire tout ça? Exactement. Okay. C'est prévu quelques jours. On s'est dit, on essaie de faire ça le plus rapidement possible. Plus vite on a fini, plus vite on peut profiter de la ville. Mais dès qu'on est arrivé, on s'est dit, on commence par faire tous les petits trucs administratifs. Puis le logement, est-ce que vous l'aviez déjà comme settle avant de venir ou bien c'était une fois arrivé ici que vous avez dû régler ça? Dans le sens, est-ce que tu savais déjà dans quel appartement tu allais être avant d'arriver ici? Oui, alors on est passé par plusieurs phases aussi. On a eu un moment où on s'est dit, on trouve un appartement, ça sera cool. Naturellement, on cherche un appartement meublé. On n'avait pas racheté des meubles ici, donc il fallait que ça soit relativement bien. On voulait avoir une chambre d'amis pour accueillir des gens parce qu'il y a pas mal de gens qui avaient prévu de venir nous voir. Et puis, on a regardé 2-3 trucs. Et là, par contre, tu vois, à distance, c'est compliqué, je trouve, de trouver un appartement. Ah ouais? Tu te rends pas compte bien des volumes, l'endroit aussi. Nous, les quartiers, on les connaît pas. Donc, est-ce que ce quartier, il est vraiment bien, celui-là, moins bien? Et il y a des gens qui te disent c'est mieux d'être par là, mais la sensibilité de chacun est aussi un petit peu différente. Et finalement, on s'est dit, laisse tomber, on prend un Airbnb pendant 1 mois et on cherche dès qu'on arrive. On avait entendu parler qu'il y avait des gens qui avaient fait ça, ça avait marché. Et pas au dernier moment, mais disons 2 mois avant de partir, il y a quelqu'un qui nous appelle, qui nous dit « Ah, vous êtes toujours intéressé par un appartement ?» On avait postulé quand même pour plusieurs appartements, mais tu sais, tu postules pour plusieurs trucs, qui te répond. Voilà. C'est compliqué. C'est ça. Et le gars, super sympa, il nous fait une petite visite virtuelle, puis on lui dit « Ah ouais, on est intéressé, l'appartement est bien, la localisation était bien, on n'avait pas énormément de critères, mais on voulait être proche du parc Mont-Royal, qu'il y ait un supermarché pas loin, et puis une salle de sport, tu vois, genre des petits trucs, tu vois. » Absolument. Et on s'est dit, l'endroit est parfait, le prix peut-être qu'il était un petit peu au-dessus, mais voilà, après on s'en fait l'épine de chercher un appartement en venant. Et on a accepté, et finalement on a eu l'appartement meublé. Au moins tu arrives en te disant, ça c'est une grosse partie qui est réglée. J'arrive, j'ai mon domicile, je sais où je vais dormir. Je règle les autres petites étapes. C'est ça. Est-ce que tu as des recommandations sur les sites ou endroits où est-ce que tu es allé chercher des appartements? Est-ce que tu étais sur Facebook Marketplace ou c'était plus... Alors, on a regardé un petit peu Facebook Marketplace. Je t'avoue, c'est beaucoup plus ma copine qui a géré ça parce qu'elle adore faire ça. Donc, tous les sites, je ne sais pas exactement tout ce qu'elle a regardé, mais c'était un site canadien. Kijiji, exactement. C'est sur Kijiji qu'on a trouvé. On n'est pas sponsored, OK? Non. Mais c'était Kijiji finalement où on a trouvé la... Ah, OK, super. OK, parfait. Donc, j'imagine quand même une semaine bien chargée pour tout ce qui est administratif. Puis là, tu rencontres finalement l'équipe, on te montre ton bureau, ton bureau de philo. Dis-nous, comment tu as trouvé ça, genre le CHUM, puis plus comme la culture médicale ici, québécoise, au Canada? Globalement, moi, ça s'est bien passé pour moi. Naturellement, quand tu arrives dans un nouvel endroit, un nouvel hôpital, nouveau système d'exploitation, les ordinateurs, le PACS pour la radiologie, tu as tout qui est un peu complètement différent de ce que nous, on utilise. Donc, tu as quand même un petit moment où il faut vraiment t'adapter un petit peu au système. Mais globalement, franchement, les gens étaient vraiment chouettes. On nous a expliqué, ils étaient patients. On a pu vraiment, chaque jour, aller un petit peu plus loin, que j'ai compris ça. Donc ça s'est franchement super bien passé. L'organisation, le service de radiologie, il est quand même...
c'est un labyrinthe. Au début, il m'a fallu 2 mois vraiment pour me retrouver dans ce service avec cage d'ascenseur et tout ça. Je pense que ça, c'était le Plus au niveau difficile. physique, tu veux Ouais, dire? physique. Ok. Ouais, C'est un gros département. Ouais, c'est un D'accord. gros département, donc c'est pas évident. Mais non, mais globalement, franchement, l'accueil, je trouve que c'était bien. C'était pas trop stressant, mais en même temps, il faut y aller. Mais Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris par rapport à comment les choses sont faites ici au Canada? par rapport à la Suisse, Par rapport à la Suisse, oui. ouais, la première chose, c'est qu'on n'a pas, nous en Suisse, ce qui est particulier, c'est qu'on a un bip, on a toujours un téléphone avec nous. D'accord. Et les cliniciens, ils nous appellent souvent. Et une pagette, dans le fond, c'est... Exactement, exactement. Mais sauf que tu peux répondre et puis d'accord. tu perds beaucoup de temps sur ta journée à répondre au téléphone. Mhm. T'as les rhumatologues, les orthopédistes, en imagerie musculo-squelettique particulièrement, mais tu as beaucoup de tâches qui sont un peu cliniques, mais beaucoup de tâches aussi administratives et puis secrétariales, où ils te disent j'ai besoin d'une IRM à tel moment, j'ai besoin de lui, je veux l'opérer demain. Tu dois trouver une place, il n'y a jamais de place, ça embête tout le monde, mais voilà. Et tu passes beaucoup de temps à faire ça en Suisse. Et là, on n'a pas de cépagette, donc tu es dans ton bureau, tu as un téléphone, mais franchement, il sonne 3 fois par jour. J'exagère peut-être un peu plus. Après, on travaille plus avec Teams quand des gens ils ont des questions. Ouais. Mais tu es beaucoup moins dérangé. Dans ta journée, tu vois beaucoup plus d'examens, tu te concentres, tu vois tes examens radiologiques et tu as moins ça. Mais après, ça peut être un côté un petit peu péjoratif dans le sens où tu perds un peu plus le contact avec les cliniciens. Tu vois. D'accord. Après, quand Toute la ils t'appellent souvent, communication. exactement, il y en a que tu les connais, ils te font confiance pour des choses et du coup, tu as plus de contact avec eux. Là, c'était moins le cas. Les gens, ils font plus confiance à ton compte rendu, ils t'appellent moins facilement. Fait que c'est... En radiologie, on parle tout le temps de volume de cas qu'on fait, tout ça. Tu trouves que ça vaut la peine pour le volume ici de venir? Est-ce qu'on parle de peut-être 2 fois plus ou est-ce qu'on parle de 1,5 plus ou 4 fois plus? C'est quand même, ça peut varier selon les pratiques, surtout en Europe par rapport à États-Unis, Canada. Comment tu as vécu ça? C'est-tu vraiment beaucoup plus de cas? Je trouvais qu'il y avait quand même un petit peu plus de cas, oui. Puis après, Ok. tu peux choisir un petit peu le niveau de cas que tu veux prendre. Tu vois, les jours où ça va un peu plus vite, tu peux prendre un petit peu plus de cas, suivant comment tu veux, avec l'organisation qui est faite. Mais oui, je dirais 1,5, environ 1,5 cas, 1,7. C'est l'affaire aussi. Cas en plus, quand même, par rapport à ce qu'on a en Suisse. Après, l'organisation des services, elle est un petit peu différente. Ce qui fait aussi, on a du temps qui est plus dédié, par exemple, pour les colloques multidisciplinaires. D'accord. Comme des réunions multi. Exactement. Ouais. Ça, c'est l'autre chose aussi. Nous, en Suisse, on en a beaucoup. Yeah. C'est super intéressant parce que, pareil, tu as beaucoup de contacts avec les cliniciens, mais ça te prend quand même beaucoup de temps sur ta journée à préparer ces colloques multidisciplinaires D'accord. parce que l'aspect radiologique est souvent important. Hein. Bon, le podcast tire un peu à sa fin parce que on a un temps limité, mais dis-nous, qu'est-ce que tu retiens de l'année que tu as passée au Canada, faire ton fellow? Des bonnes choses, des moins bonnes choses. A posteriori, franchement, que des bonnes choses. Enfin, après, naturellement, ce que j'ai essayé de dire aussi un petit peu avant, c'est que de toute façon, il va y avoir des hauts, des bas. Ça dépend un petit peu de tes attentes. Mais le but d'un fellowship, c'est quand même de voyager, de rencontrer des nouvelles personnes, de t'ouvrir un petit peu l'esprit. Tu as passé beaucoup de temps dans les livres pendant tes études de médecine, aussi la radiologie, toi tu le sais bien, oui, quand tu recommences la radiologie, c'est quand même un monde nouveau qui s'ouvre. Tu n'apprends pas beaucoup ça à la faculté, donc dès que tu recommences en première année de résident, tu dois apprendre un peu la médecine. Donc tu passes quand même beaucoup de temps dans les livres et à la fin de ta résidence, voilà, tu connais la radiologie, mais tu connais quasiment... bien la radiologie, mais je trouve le fellowship, le plus, quand tu vas te sous-spécialiser, c'est t'ouvrir un petit peu plus à l'aspect clinique, ce qui va faire de toi un bon radiologue, d'un excellent radiologue. C'est après t'ouvrir un petit peu plus aux gens, à la clinique, aux sous-spécialités. Et c'est ça qui va faire que tu vas apporter quelque chose en plus. Et le fait de voyager, de voir comment les gens, ils font différemment, parce que naturellement, tu vois, l'hôpital universitaire d'où je viens, on a des très bons patrons, mais ils ont une façon de t'expliquer des choses, puis ils aiment enseigner les choses qu'ils connaissent bien et qu'ils aiment bien. Tu vas dans un autre centre universitaire, les gens, tu vois qu'ils ont soit ils voient la chose de manière différente, ils te l'enseignent de façon différente, ou ils ont d'autres intérêts aussi. D'autres intérêts qui, voilà, mais après ça t'ouvre aussi. Après il y a aussi des choses où tu te dis, ah ouais, ça il faut faire comme ça. Et tu vois qu'ailleurs, ils le font d'une autre façon, alors qu'on t'avait dit qu'il ne fallait pas faire comme ça. Et tu es là, et puis après, ça te permet de step back, tu te dis, il y a plein de façons de faire, et puis tu t'enrichis un petit peu avec ça. Est-ce que tu aurais un conseil aux personnes qui veulent venir au Canada ou qui veulent juste sortir, en fait, de leur centre pour aller chercher des connaissances dans un autre? Alors, un conseil particulier,
Pareil, je pense qu'il ne faut pas trop hésiter. Si on a la possibilité de le faire, il faut le faire, dans le sens où ça vaut le coup. Voilà, c'est bien de choisir un endroit qui nous intéresse, mais je pense qu'il est vraiment bien, c'est juste de prendre l'initiative, de te dire je vais aller voir un petit peu ailleurs. De toute façon, tu seras gagnant au bout d'un moment. Même si ce n'est pas l'endroit parfait où tu as envie d'aller. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais maintenant, avec la technologie, les Internet, les présentations, tu vois que la théorie, tu peux vraiment l'apprendre un peu partout. C'est rendu universel. Hein? C'est ça devient plus universel, mais l'expérience, peu importe où tu vas en avoir. Donc, pas avoir trop d'attentes, mais si tu as envie de le faire, fais-le, quoi. Parfait. Bon, merci Salim d'être venu dans notre podcast. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir une perspective un peu d'ailleurs. On invite souvent des gens du Québec et tout ça parce que c'est notre patelin, c'est notre place. Mais c'est vraiment intéressant. Puis merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Pas de problème, c'était un plaisir. C'était super, je pense, pédagogue pour tous les gens qui vont être dans cette situation-là. Là, je pense qu'on a pu décortiquer même les petits détails que des fois, on prend pas le temps nécessairement d'en parler, mais que la personne qui se prépare en amont de son fellow, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'elle va pouvoir prendre, tirer, puis avoir en tête avant de rentrer dans ce processus-là. L'épisode tire à la fin. On a la chance cette année de collaborer avec les Med Games pour la première fois. Pour nos auditeurs qui nous écoutent, qui sont dans leurs années de médecine, on les encourage fortement à vous inscrire. C'est une expérience que Tahir et moi, on a vécue ensemble. Puis c'était juste le fun de rencontrer d'autres personnes dans les autres universités, puis de faire une compétition un peu amicale, même si ça peut être assez corsé aussi comme compétition. C'est un super beau moment à vivre comme étudiant en médecine. Puis peu importe où vous êtes dans votre processus, du 2 au 4 janvier, ça se passe à l'Université de Montréal. On vous invite à aller voir sur la page officielle des Med Games. Donc nous, on va y être aussi. On se voit le 2 janvier au Med Games. Merci beaucoup, puis au prochain épisode.